Bonjour à tous. Aujourd'hui un cours dédié à l'électricité et plus particulièrement au réseau électrique et donc la sécurité en intervention des sapeurs-pompiers lorsqu'il y a un risque électrique. Alors tout d'abord, rappel et généralité sur le transport et la distribution de l'électricité en France. Donc on a différents acteurs, de la production jusqu'à la distribution. EDF Engie s'occupe de la production, notamment dans les centrales nucléaires, les centrales à gaz, les éoliennes, etc. RTE qui est dédié au transport de l'électricité, RTE, l'acronyme de réseau de transport de l'électricité, et Enedis, lui, qui va être à partir du niveau distribution de l'électricité, anciennement ERDF. Si on résume tout ça par un petit schéma, voilà, le plus à gauche, on a la production d'électricité, jusqu'à le plus à droite, la consommation, la distribution, avec, donc vous imaginez bien, des tensions, des voltages qui sont différentes en fonction du niveau auquel on est, au niveau du transport et de la distribution. Donc les centrales nucléaires et autres centrales qui fournissent de l'énergie sont en général en 400 000 volts, donc transportés par des pylônes très haute tension jusqu'à certaines entreprises qui consomment du 400 000 volts, certains TGV qui vont consommer du 20 000 volts, etc. Ensuite, on a différents postes abaisseurs pour redescendre en 63 000 volts, pour être utilisés dans d'autres types d'énergie, d'autres types d'industrie, etc. Puis on retrouve des postes de transformation de plus en plus bas pour descendre à 20 000 volts et finalement arriver dans les maisons, les quartiers, etc. entre 400 et 230 volts. Donc ce que vous utilisez chez vous normalement. Donc voilà, on voit bien qu'il y a toute une série de transformateurs et de différents types de pylônes qui sont nécessaires pour effectuer tout cet acheminement et toute cette transformation. Si on résume les tensions, on a trois grands types de tension. La basse tension, qui est inférieure à 1000 volts, donc ça c'est ce qu'on retrouve chez vous, dans votre quartier, dans votre maison, etc. Donc chez vous, dans vos prises électriques, on a de la basse tension. Alors basse tension ne veut pas dire pas dangereux, on y reviendra. Ensuite, on a ce qu'on appelle la moyenne tension, aussi appelée haute tension A, entre 1000 et 50 000 volts, puis la haute tension B, ou haute tension tout court, qui est supérieure à 50 000 volts. Voilà les trois grandes catégories de tension qu'on rencontre en France. Les lignes électriques, elles aussi, sont dimensionnées par rapport au type de tension. Donc on a les lignes RTE, ici à droite de l'image, qui sont dédiées au transport d'énergie supérieure à 50 000 volts. Donc on a les énormes pylônes métalliques avec 6 fils en général qui eux transportent du 400 000 volts. On a les plus petits pylônes métalliques avec 3 fils uniquement qui transportent du 63 000 volts. Puis ensuite on arrive au niveau Enedis avec les petits poteaux en béton 3 fils, puis les poteaux de quartier généralement 4 fils. Alors pourquoi 6, 3, 3 et 4 fils Et bien parce que le 400 000 volts est transporté en 2 fois 2 lignes triphasées, donc 2 fois 3 fils. Le 63 000 volts est transporté en triphasé simple, donc 3 fils. Le 20 000 volts est transporté en triphasé simple, donc 3 fils. Et là, donc il y a une erreur dans l'image, c'est pas 380 000 volts, c'est 380 volts. Le 380 est via un transformateur est redécomposé en triphasé plus neutre. Donc voilà pourquoi on a 4 fils à ce moment-là. Donc les lignes RTE, comme je viens de le dire, c'est les pylônes métalliques. Généralement, les lignes Enedis sont en béton ou en bois. Et ici j'ai mis un petit rappel, il y a une corrélation entre le nombre d'isolateurs présents sur les poteaux et la tension en général. Donc quand on a un nombre d'isolateurs très élevé, de l'ordre de 16 à 19, voilà, on est plutôt dans le 400 000 volts.
Quand on est dans des petites tensions, on a 1 à 3 isolateurs généralement, voilà. Donc ce qu'on dit généralement, c'est que un isolateur est égal à 20 000 volts. En général, on dit ça. Donc pour savoir quelle tension transite sur un poteau, en général on compte le nombre d'isolateurs, on multiplie par 20 000. Voilà. Carte du réseau local. Alors je vais vous présenter une petite carte du transport de l'énergie dans le territoire de Belfort. Vous pouvez trouver les cartes qui correspondent à votre ville, à votre département, sur le lien de la carte réseau de RTE France. Donc voilà, par exemple, nous dans le territoire, on a cette configuration, avec ici, en rouge, un transport en 400 000 volts. Ensuite, en mauve, on a des lignes 63 000 volts, celles qui vont jusqu'aux petites villes. On a aussi du 225 000 volts en vert. Voilà. Donc voilà, pour avoir une bonne idée de, finalement, ce qui se passe dans votre région. Ensuite, on va se concentrer sur Giromagny. Voilà, Giromagny, donc on a vu que la ligne 63 000 volts arrivait jusqu'ici. Donc c'est un poste de transformation avec un transformateur 63 000 volts de RTE. Arrivé ici, on va donc avoir des lignes haute tension aériennes, HTA aériennes, qui sont elles aussi en 63 000 volts, voilà. En 20 000 volts, pardon, excusez-moi, voilà, à cet endroit-là, avec, donc, ça c'est les hautes tensions aériennes, donc vous voyez bien que depuis le transformateur ici jusqu'à cette ligne-là, ou cette ligne-là, ou cette ligne-là, il n'y a aucune connexion, c'est pas parce qu'il n'en existe pas, c'est parce qu'elles sont enterrées. Donc voilà. Donc les lignes enterrées, on s'en occupe moins parce que il y a moins de risques en théorie sur les lignes haute tension enterrées. Et ensuite, finalement, on a des postes de transformation HTA-BT pour descendre en basse tension, c'est-à-dire inférieur à 20 000 volts. Et donc à ce moment-là, voilà, tout ça c'est dans les quartiers, dans chacun de vos quartiers. Généralement, il y a des postes de transformation HTA-BT, c'est des petits cubes généralement qu'on voit, des cubes qui doivent faire 2-3 mètres de large sur 2 mètres de haut, généralement, voilà, c'est ça les postes de transformation dans vos quartiers. Et ensuite, on a des lignes aériennes basse tension, donc généralement 4 fils, qui se redispatchent à partir de tous ces petits postes basse tension. Voilà. Parlons maintenant du risque électrique. Alors, rappel sur le risque électrique, tout d'abord, l'électricité cause des brûlures, au corps humain, je parle bien sûr, au point d'entrée et de sortie du courant, ainsi qu'au niveau de tous les organes qui sont traversés par le champ électrique, l'électricité. On peut avoir des troubles de rythme cardiaque, ça je l'ai mis sur le côté là avec un rappel des différents risques sur le corps humain en fonction de l'intensité qui va traverser le corps humain. Donc quand on est à quelques milliampères, on sent la douleur. Dès qu'on commence à être de l'ordre de 10, 15, 25 ampères, on commence à avoir potentiellement tétanisation, asphyxie. Et au-delà de 65 mA, généralement, on a un premier seuil de fibrillation cardiaque, avec, voilà, si jamais on atteint l'ampère, c'est l'arrêt cardiaque immédiat. Voilà. D'autres risques, bien sûr, la chute, voilà, même si l'intensité n'est pas assez forte pour vous causer des dommages, ça peut suffire pour faire chuter d'une échelle, etc. Et finalement, risque d'incendie, parce que des échauffements, des risques électriques peuvent causer une source de chaleur, et une source de chaleur peut créer un début d'incendie. Voilà. Danger de l'électricité qu'on pense pas forcément, c'est qu'il y a potentiellement une distance minimale à respecter, la distance de 5 mètres, parce que en dessous de cette distance, c'est pas parce qu'on touche pas le fil qu'il n'y a pas possibilité de s'électrocuter. Il peut y avoir donc ce qu'on appelle de l'ionisation de l'air, etc. On va y revenir, mais voilà, sachez que si vous intervenez à proximité d'une ligne aérienne, etc.,
toujours respecter cette distance de 5 mètres par rapport au fil conducteur. Hein. Ça peut paraître grand, mais l'ionisation de l'air fait que, et puis si le temps est orageux, humide, etc., cette distance peut être assez conséquente et des arcs électriques peuvent se créer. Hein, ce que vous voyez sur la petite image là, le monsieur il touche pas le conducteur, mais voilà, il y a des arcs électriques qui se créent avec lui, dû à l'ionisation de l'air. Parlons un peu de la tension induite maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que la tension induite? C'est une tension qui va apparaître sur des parties métalliques qui ne sont pas en contact direct avec un conducteur électrique. Donc l'induction, qui rappelle, hein, l'induction c'est ce qui permet de chauffer votre casserole sur les plaques à induction, hein. Donc il n'y a pas de contact entre le champ, la bobine qui va émettre le champ inductif et votre casserole, mais votre casserole chauffe quand même. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a des phénomènes d'induction aussi sur les lignes à haute tension. Alors, notamment, premier risque, dans ce cas-là, là, la petite image, on a deux lignes haute tension qui sont à proximité, et si Enedis vient à couper toute une ligne, ou toute une ligne est coupée parce qu'un arbre est tombé dessus, etc., on se dit c'est bon, il n'y a plus de risque. Oui, mais non, parce que ces deux lignes étaient sur les mêmes poteaux ou à proximité à un moment, et il y a transfert de l'énergie d'une ligne électrique à une autre. Donc même si votre ligne électrique est coupée et semble ne plus présenter aucun risque, le phénomène d'induction peut transférer du courant d'un câble à un autre sans qu'il se touche. Donc ça, bien sûr, ça se produit sur les très hautes tensions, mais voilà, le risque n'est pas anodin, parce qu'il y a encore assez d'énergie pour tuer quelqu'un. Donc bien sûr, Enedis, comment comment ils parviennent à éviter ce genre de problème? Ils mettent la ligne à la terre, voilà, et toute l'énergie va s'évacuer par la terre. De toute façon, ne pas entreprendre une quelconque action sur les lignes à haute tension sans l'aval de RTE et Enedis, on y reviendra juste après. La tension de pas, quant à elle, c'est une tension qui explique que la distance qu'il va y avoir entre nos deux jambes, quand on va se déplacer dans une zone où il y a potentiellement des risques d'électrocution, hein, un conducteur qui est tombé au sol, etc., ou un conducteur qui touche un pylône à haute tension, voilà, la distance entre nos deux pieds va créer ce qu'on appelle la tension de pas, et plus cette distance entre nos deux pieds va être élevée, plus il y aura potentiellement l'électricité qui va pouvoir remonter du sol pour passer entre nos jambes. Donc voilà pourquoi vous avez tous sûrement entendu parler de cette tension de pas, hein. On vous dit de faire de petits pas, etc., etc. Oui, c'est véridique. Et donc, si cette distance entre les pas est petite, il y a potentiellement moins de risques que l'énergie remonte et de se faire électrocuter. Bon, si on en est à devoir calculer la distance entre nos pieds, c'est vraiment qu'il y a eu un problème dans la chaîne, je ne vais pas dire dans la chaîne de commandement, mais dans les ordres donnés pour éviter de mettre en danger un sapeur-pompier. Hein. Si un sapeur-pompier doit se retrouver à essayer de faire des petits pas pour pas se mettre en danger, c'est qu'il y a eu un souci à un moment ou à un autre, ou alors qu'un conducteur est tombé au sol à côté de lui sans le prévenir, mais dans tous les cas, un sapeur-pompier ne doit pas se mettre dans la situation où il va devoir faire des petits pas pour éviter d'être électrocuté. Parlons maintenant, donc ce qui nous intéresse le plus, les interventions avec risque électrique, et comment prendre toutes ces précautions et éviter le moindre problème. Tout d'abord, les interventions type feu d'habitation, hein, la plupart des interventions qu'on effectue, mine de rien, oui, il y a un risque électrique, hein, parce que les habitations, les appartements, etc. sont reliés au réseau électrique, et donc de l'électricité circule dans les prises, etc. Le feu peut avoir mis à nu des câbles sous tension, etc., qu'on peut frotter lors de l'attaque, etc. Il peut vraiment y avoir un risque électrique sur un feu d'habitation. Alors, en théorie, si l'installateur électrique a fait l'installation aux normes, les disjoncteurs différentiels vont couper pour protéger les intervenants, mais de toute façon, il est du rôle des chefs d'agrès, des chefs d'équipe, etc., de s'assurer de la coupure des énergies dans la maison avant d'y pénétrer. Voilà.
Analyser bien sûr le risque photovoltaïque, alors ça c'est le photovoltaïque, c'est un grand sujet, ce sera traité dans un cours totalement à part, hein. Et finalement attendre la présence d'Enedis pour toute consignation et confirmation de coupure. Alors je dis pas qu'il faut pas intervenir, éteindre un incendie avant qu'Enedis soit là, hein. Ça va totalement dépendre de la configuration, mais Enedis bien sûr va venir nous suppléer pendant les interventions type incendie d'habitation pour consigner et s'assurer de la bonne coupure des énergies. Voilà. Parlons maintenant d'un problème tout autre, hein, qui sont les interventions dans un poste électrique. Alors les postes haute tension A, comme j'ai montré tout à l'heure, c'est ces postes à ciel ouvert, généralement grillagés, clôturés, avec des gros panneaux à tension électricité partout, et de la très haute tension, c'est-à-dire entre 63 000 et 400 000 volts. Alors on a des pièces à nu, hein. Pour ceux qui ne sauraient pas, voilà, il y a des câbles, des pièces où l'électricité circule à 400 000 volts à l'intérieur de cette enceinte, et il n'y a aucune protection, hein. Si vous vous promenez dans cette enceinte, que vous touchez ces pièces, il peut y avoir des électrocutions, et ça c'est déjà vu, voilà, dans l'actualité, on entend de temps en temps parler de personnes qui sont électrocutées en pénétrant dans des postes électriques. Autre problème très grave, hein, c'est les appareils qui peuvent contenir du gaz, de l'hexafluorure de soufre, pardon, et de l'huile qui peuvent contenir des PCB. Ça, on y reviendra sur des risques chimiques, hein, plus tard. Mais voilà, le problème de cette huile, c'est une huile qui est stockée dans les transformateurs pour permettre de dissiper la chaleur. Sauf que qui dit dissiper la chaleur dit que cette huile va être chaude, hein, et l'huile à 85 degrés, si on s'en prend, ça peut être embêtant. Donc voilà, il n'y a pas que le risque électrique dans une intervention dans un poste électrique de transformation. Et de toute façon, les consignes et les procédures opérationnelles nous interdisent de pénétrer dans ce genre de lieu avant d'avoir un technicien RTE Enedis sur les lieux et qui nous ont donné la certitude qu'on pouvait pénétrer à l'intérieur. Voilà. Et un troisième type d'opération avec risque électrique accru, c'est celui à proximité ou sous une ligne électrique. Donc bien sûr, maintenir toute personne éloignée des câbles, ne pas diriger de jet droit vers les câbles électriques parce qu'on a encore ce phénomène d'ionisation de l'air qui est accru, hein, parce que l'eau va ioniser l'air encore plus intensément que si le temps n'était pas humide, etc. Donc là, cette histoire de marcher à petits pas, bon, c'est ce qui est dit dans les manuels, etc. Il faut relativiser. Normalement, vous n'êtes jamais censé arriver en situation où on en est là. Et bien sûr, en cas de dommage sur la structure d'un pylône, il faut faire très attention au risque de rupture du pylône, de chute et de chute du câble, qui là peut tomber à côté de vous et poser d'autres problèmes. Voilà. Un petit résumé des consignes opérationnelles, un petit melting pot. Donc bien sûr, s'assurer de la coupure des énergies, toujours se dire que les installations électriques sont sous tension, pas s'amuser à toucher des câbles qui ont été fondus ou dénudés par un incendie, ne pas couper les câbles orange haute tension dans le véhicule hybride. Cette problématique de risque électrique dans les véhicules est traitée sur le cours sur les véhicules à énergie alternative. Toujours appeler le responsable du réseau pour réaliser la consignation de la coupure de l'installation. Le périmètre de sécurité du public, le zonage. Faire attention au risque d'arc électrique avec les mâts des engins, mais aussi des échelles aériennes et des jets de lance. Limiter les actions au strict nécessaire et le plus rapidement possible, bien sûr. Ensuite, déplacer à petits pas, avancer à tâtons, etc. Ça, c'est vraiment... si, encore une fois, vous n'êtes jamais censé arriver dans cette situation, mais c'est toujours bon de le savoir. Se faire guider par un tiers lors d'une évolution à risque, c'est-à-dire si on est en présence du technicien Enedis, RTE, et lui faire bien qu'il nous donne les consignes et qu'il nous guide par où on peut pénétrer, par où il ne faut pas pénétrer, etc. Bien sûr, ne pas marcher dans l'eau près d'une source électrique, l'eau est conducteur, et respecter toutes les distances de sécurité. En général, on va se donner 5 mètres comme distance de sécurité.
Voilà. Voilà ce petit cours sur le risque électrique, en espérant que ça vous donne plus d'informations et vous permette de réaliser vos interventions en sécurité. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci et bonne journée.